Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct de Yaoundé. C'est Canal Presse, édition du 17 juin 2018 qui commence. Et nous allons parler, vous vous devinez bien, de football. Voici le sommaire de Ghislain Pierre Essonneau. Mes crampons, je les mettais jusque-là une fois par semaine pour le fameux 2-0. Au 2-0, on joue comme on peut et après on discute du pays et de ses affaires, généralement comme à l'afterwork. Dans cette arène, prévaut très souvent le savoir vulgaire. Mais depuis le lancement du mondial russe, tous mes compagnons de football me donnent à savoir sur ce football dans et en dehors du stade. Ce sont eux qui m'ont confié que la Coupe du Monde russe a vraiment commencé quand Portugais et Espagnols ont livré leur premier match. Le niveau de cette rencontre, disait-il, est jusqu'ici le plus élevé. Les Africains rentrés en jeu ont perdu de la même manière, c'est-à-dire à la dernière minute. Tout cela est fou au moins. Fou comme ce up-high opéré contre le Maroc par les Amériques, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis vont donc co-organiser une compétition avec le Mexique en 2026. Que fera-t-on du mur de Trump? On ne le sait pas encore. Ce que l'on sait, c'est que la compétition a enregistré sa première performance Espagne-Portugal, mais aussi la grande première, à savoir la vidéo-assistance. L'arbitre arbitré par ses confrères. Et c'est la France qui a été le premier grand bénéficiaire. Du footing au menu des activités d'Amnesty International. L'infatigable ONG internationale accouche d'un autre rapport qui énerve le gouvernement et le Parlement camerounais. La classe politique de droite se dresse contre un document qui accable en relevant le massacre des droits de l'homme vu par l'ONG en dénonçant tous les mots relevés par le rapport. Cette classe politique rejette les faits tels que c'est la confiscation du pouvoir qui a fini par cristalliser les frustrations. Un argument qui porte à justifier les manifestations de Bamenda et Boya comme conséquence d'État-président où l'alternance, quand elle n'est pas, dérange. In the other side, je parle anglais, une lettre adressée aux Camerounais comme s'il en avait la légitimité par un ancien conseiller de Kadhafi, supplie Paul Biya, comme l'ambassadeur américain hier, de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle. Selon lui, il n'y a qu'une conjugaison de faits pour y parvenir. Le rapport d'Amnesty International participerait de cette donne autant que le SDF et le MRC, que le député Robert Bapolipo de l'UPC accuse de complot contre la République. Pour lui, la posture viatique, la solution, n'est pas là, car en s'ingérant dans nos affaires, on serait dans un classique tel que Paul Biya tomberait et alors s'installeraient des mercenaires au grand bonheur, des vendeurs d'armes que le golfe de Guinée intéresse par Yaoundé, à chacun son opinion. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne naissance à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre Essonneau, et nos invités sont déjà en studio pour les deux sujets dont vous avez parlé dans votre sommaire. Albert Ayomba, bonjour, merci d'être venu. Vous êtes analyste sportif, vous êtes juriste et vous êtes aussi membre de la section RDPC de Yaoundé 6. Bien Fundi 6. Fundi 6. Oui, c'est l'appellation consacrée. Bonjour Carole. Alors on s'achemine vers une prorogation des mandats des députés et peut-être même celui des conseillers municipaux. Le texte est en étude, dit la presse à l'Assemblée nationale. C'est une prorogation attendue et aussi redoutée. Pourquoi, à votre avis? C'est vous qui présentez la prorogation comme étant attendue et redoutée. Je pense que pour tout ce qui opère dans l'espace politique, compte tenu du fait qu'il y avait un encombrement naturel du calendrier électoral qui s'est profilé à l'horizon, et si on veut vraiment organiser des élections transparentes, crédibles et non contestées, acceptées de toutes les parties, je pense qu'il était non seulement opportun, mais nécessaire et même justifié que cette prorogation soit envisagée telle qu'elle est actuellement, de manière transparente par le président de la République, chef de l'État.
Alors nous en avons parlé longuement la semaine dernière avec des députés sur ce plateau et nous en reparlerons au moment où le texte passera donc à l'Assemblée nationale. Autre invité, Faustin Dikam, directeur de publication de Tribune d'Afrique. Avec vous, cette actualité continentale, on va le dire comme ça, Jean-Pierre Bemba, qui est donc libre, même si c'est provisoirement. D'aucuns y voient un agenda pour jeûner Joseph Kabila, le président en poste en République démocratique du Congo. Est-ce que vous faites la même lecture? Oh, pas tout à fait. Vous savez, Carole, bonjour d'abord, et bonjour à tous les co-panélistes. Et nous sommes un dimanche à tous les chrétiens du monde entier, surtout ceux de l'église évangélique du Cameroun, mon église. Vous avez délaissé pour être avec nous aujourd'hui? Ah ben non, bien sûr. Mais je sais qu'on est ensemble. Même si je suis ici sur le plateau, je sais que nous sommes ensemble. Pour revenir à votre question, moi non, je dis non. Nous travaillons tous les jours en tant que journalistes pour créer plus d'espace de liberté à travers le monde. Et on est toujours heureux d'apprendre qu'un citoyen du monde qui a été à un moment donné pris dans les liens de la justice internationale se retrouve sa liberté. C'est déjà une très bonne chose. Et c'est la preuve aussi qu'il y a quand même quelques avancées au niveau de la Cour pénale internationale. Et puis maintenant, vous vous souvenez très bien des conditions dans lesquelles ce monsieur est arrivé à la Cour pénale internationale. Et poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Voilà. C'est d'abord un homme politique qui est poursuivi pour des motifs que vous venez d'évoquer et qui a vu toutes ces accusations tomber comme un château de cartes les unes après les autres et puis qui a vu sa condamnation être remise en cause par le juge pénal, même si Madame Bensouda, la procureure générale de la Cour pénale internationale, n'a pas du tout apprécié la liberté provisoire qui lui a été accordée. Et tout de suite, Monsieur Bemba doit retourner sur le terrain politique. Vous savez que c'est un véritable animal politique. Il est attendu au Congo. Mais je crois que dans le jeu démocratique, c'est des choses qui doivent arriver. Il arrive, il trouve que le pays ne se porte pas très bien politiquement. Je vous apprends rien de ce pays-là, du Congo. Vous savez tout ce qui se passe là-bas depuis un certain nombre d'années sur les tests visant des élections présidentielles à venir, prorogées. Donc il arrive là, selon ses militants, au bon moment. Et puis il est attendu et on verra bien ce qu'il peut faire. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est que là-bas, comme ailleurs, que les élections se déroulent normalement et que ce soit la démocratie qui puisse gagner. Merci à vous également, Abdoulaye Ado, d'être venu. Vous êtes chroniqueur et surtout membre du bureau politique de la NDP, secrétaire à la communication. On va parler de politique et d'agenda présidentiel. Avec vous, cette semaine encore, il a été question d'une coalition de certaines forces dites de l'opposition au Cameroun en vue d'une candidature unique ou d'un regroupement, on va le dire, de plusieurs figures politiques autour d'un seul candidat face donc au président actuel, si éventuellement ce président est candidat. Alors cet exercice, est-ce qu'il peut aboutir dans notre contexte? Parce qu'on en parle, on en reparle tout le temps, mais la question reste en suspens dans le champ politique. Et bonsoir Carole, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je me permets tout d'abord de saluer tous les musulmans qui viennent de fêter la fête. Ah ouais, c'est le dernier jour de la fête aujourd'hui. D'ailleurs, effectivement, c'est le dernier jour. Après le plateau, on ira fêter avec vous. D'accord, il n'y a pas de problème. Avec vous. Je dis bonne fête à tout cela. Maintenant, parlant de l'opposition camerounaise, moi je crois que c'est normal, dans un contexte de pluralisme politique, il faudrait que des gens aient une stratégie pour pouvoir se penser obtenir l'alternance. De mon point de vue, c'est bien. Parce que vous savez qu'il y a, ça se dit, des gens qui malheureusement sont parfois téléguidés de l'extérieur. Donc, si à l'intérieur des gens peuvent se regrouper pour avoir l'alternance, c'est une bonne chose. Maintenant, il faudrait donc que les uns et les autres acceptent le verdict de ces élections-là. Également, il ne faudrait pas qu'il y ait ce tacle irrégulier où des gens partent se retrouver dans une ambassade d'un pays que je ne citerai pas, où ils demandent qu'on fasse tout pour que le président qui peut être candidat ne soit pas candidat, parce que s'il est candidat, il va les battre. Il faudra tout faire pour bloquer également une élection libre et transparente. Quand des hommes politiques partent demander ça à des étrangers, ça veut dire qu'ils seront à la solde de ces étrangers-là. Donc, de mon point de vue,
ce genre d'attitude est à proscrire et à condamner. Mais si l'opposition se regroupe et pense qu'ils auront un programme commun en face également d'une candidature, peut-être du président sortant. Avec ses alliés comme la NDP? Bon, cette fois-ci, la NDP, depuis le congrès de novembre 2017, a décidé de participer à l'élection présidentielle, soit en candidature autonome, soit en soutenant une candidature. Mais là, c'est les instances politiques, donc le bureau exécutif national, qui va décider de la stratégie. Décider si on peut avoir un candidat, on va se présenter et évaluer nos chances et nos forces. Mais si on n'a pas, je crois qu'on va soutenir une meilleure candidature. D'accord, merci à vous. Jean-Baptiste Biaye, vous êtes avec nous également. Merci d'être là. Avec vous, une réunion d'évaluation du 15e Tour cycliste international du Cameroun qui est annoncé donc pour la semaine prochaine. On sait que le Tour cycliste s'est tenu il y a quelques jours déjà. Comment est-ce que se sont comportés les cyclistes camerounais et qu'est-ce qu'on retient au bilan de cette compétition? Bonjour Carole, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2, bonjour à tous les co-panélistes. Prompt rétablissement à Madame le ministre des Postes et Télécommunications, Madame Libom Ninette Liquin, qui a été admise hier aux urgences du centre des urgences de Yaoundé, parce qu'elle a eu un malaise. Et des informations nous venant de cette formation ce matin nous indiquent qu'elle y est encore internée au moment où nous produisons cette émission, mais que ces jours ne sont pas en danger et de sources médicales sérieuses, elle se porterait de mieux en mieux. Beaucoup de courage à elle. Je le dis parce que c'est allé dans tous les sens depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes une habituée des réseaux sociaux, vous savez que quand on ne donne pas une très bonne information pour un commis de l'État, personnalité publique, voilà, une personnalité publique, ça va dans tous les sens. Et c'est pour ça que votre émission ou votre télévision est une tribune pour rassurer les uns et les autres, puisque nous avons vérifié cette information. Voilà ce qui est fait. Ce qui est fait. Maintenant, pour revenir sur le Tour cycliste international du Cameroun, je voudrais féliciter le Rwandais Uwezei Mana Bonaventure qui a remporté le maillot jaune, mais bien évidemment, tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de cette compétition, comme vous le savez très bien, qui était programmée au mois de mars, qui a été reportée pour des raisons que vous connaissez, et l'implication au niveau gouvernemental, et quand on parle du niveau gouvernemental, on pense à Monsieur le Président de la République, de ma modeste posture de communicateur de la Fédération de cyclisme, je suis à même de vous dire que les correspondances que j'ai vues et lues sont partis de la présidence de la République pour le premier ministère, pour le ministère des Finances, pour le ministère des Sports, pour que cette compétition se tienne effectivement, qu'il y ait le déblocage des financements. C'était une bagatelle de 324 millions de francs CFA et que la compétition ait finalement lieu. Comme vous le savez très bien, le gouvernement a dépêché le président de la fédération lorsque cette affaire avait été reportée au mois de mars dernier auprès de l'Union cycliste internationale parce qu'il ne fallait pas perdre la face dans cette compétition qui, je le rappelle, est sous le haut patronage du président de la République. Maintenant, sur le plan sportif, je voudrais dire que le Cameroun n'organisant pas une compétition internationale pour les Camerounais, parce que la valeur ajoutée de cette compétition, l'aura qu'elle a sur le plan international, c'est que elle regroupe des pays d'un certain calibre. Et vous voyez aujourd'hui que le Rwanda est un de ces grands calibres en Afrique en termes de cyclisme. Ce sont les anges de la montagne. Et lorsqu'on jette un coup d'œil sur le palmarès de ce pays-là, on se rend compte que c'est ce pays qui a remporté le maillot jaune de la dernière de compétition à Missa Bongo. Mais si ça vous gêne pas, moi je suis intéressé par le palmarès des équipes camerounaises. Les équipes camerounaises se sont très bien. Le Rwanda l'a remporté, on le sait, mais comment est-ce que très bien, les équipes camerounaises se sont très bien comportées. D'abord parce que la première étape pour Makribi a été remportée par notre compatriote Kamzon Abesolo, qui a arboré d'ailleurs le maillot jaune. Et la dernière étape, la 8e et dernière étape, a été remportée par deux Camerounais, l'un le premier, le second deuxième. C'était une étape de prestige et je crois que le classement des Camerounais a été honorable. Je voudrais dire qu'en 15 éditions, le Cameroun a remporté à travers Matenian Tiga,
Martinien Tega, j'y arrive, en 2004, Joseph Sanda en 2008, Yves Ngengok en 2012 et Kamson Abesolo en 2015. Donc en 15 éditions, le Cameroun a remporté 4 des 15 éditions. Donc je crois que de ma modeste posture, on ne peut pas être sur la fenêtre d'une maison et se voir passer dans la rue, mais dans ma mauvaise posture d'organisateur, j'avoue que l'organisation de cette compétition nous a satisfait. Et c'est pour ça qu'on annonce la réunion d'évaluation présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique dès 14h mardi prochain au ministère des Sports. Merci. Si vous le voulez bien, faisons un tour complet de l'actualité de la semaine à travers la revue de presse de Canal Presse. À tout de suite. Bonjour. Quand la crise traverse les régions anglophones, l'inquiétude gagne du terrain. Les sécessionnistes ont fait irruption à peine d'Amboko, près de Banga dans le littoral, emportant avec eux armes et argent. Mutation rappelle qu'il y a eu des échanges de tirs avec les forces de maintien de l'ordre. Un gendarme a été blessé et un assaillant arrêté. Les sécessionnistes sont motivés par Amnesty International, constate le quotidien L'Épervier. Son nouveau rapport accuse l'armée camerounaise de commettre des actes de torture et des homicides. Un mensonge de trop, selon le journal. Le soir croit savoir quelle est la finalité de toutes ces exactions. Ils veulent déstabiliser le Cameroun en chassant et en tuant Paul Biya. Le golfe de Guinée est en danger. Il y a tout de même changement de discours au sujet d'un dialogue sur la crise anglophone. Le secrétaire à la communication du RDPC, Jacques Famundongo, a parlé sur les antennes de RFI de l'hypothèse d'un dialogue avec les sécessionnistes. Un contraste selon le quotidien Émergence. Le président de la République sera bientôt dans les régions anglophones à en croire la revue du Patriote, ce qui devrait conduire à l'apaisement et au dépôt des armes. Des armes légères, il y en a plus de 10 000 en circulation dans la sous-région Afrique centrale. Plus de 15 000 personnes sont victimes depuis 10 ans et Cameroun Tribune fait savoir que les signataires de la Convention de Kinshasa ont tablé sur les mesures de sortie de crise à Yaoundé. Les partis politiques sont aux abois et pour cause, ils n'ont pas reçu les financements de l'État relatifs à la préparation des élections, notamment les sénatoriales. C'est un responsable intervenant dans le cocorico des tropiques qui y voit une mainmise des acteurs du parti au pouvoir pour affaiblir l'opposition. Présidentielle, législative et municipale s'annoncent et pour le bon déroulement des élections, le quotidien d'expression anglaise The Guardian Post trouve impératif la révision du code électoral actuel, très controversé. Voici venu le temps des appels à candidature et Hot News de constater qu'il y a une adhésion massive dans les 4 coins du Cameroun pour soutenir le président national du RDPC Paul Biya à la présidentielle. La Nouvelle Vision pense pour sa part que ces appels ne sont pas sans fondement. En cas de refus, Paul Biya se verra frappé par les siens qui veulent préserver à tout prix et à tous les prix leurs intérêts. Les chefs traditionnels, eux aussi, sont dans la mouvance de ces sollicitations. Sa presse pèse la valeur de les appels à candidature. Une manœuvre politicienne pour donner davantage de popularité à l'homme lion. Il y a des appels mais aussi des contre-appels. L'ancien conseiller médiatique de Muammar Kadhafi et président de UIA Africa Jean-Pierre Maï appelle les Camerounais à tourner le dos au régime actuel qui est selon lui un danger pour l'avenir. Une lettre ouverte entièrement publiée dans les colonnes du quotidien Mutation. Appel ou rejet, ça laisse Paul Biya à 37. Génération Libre parle d'un silence assourdissant du président de la République qui ne réagit à aucune sortie et laisse ses prétendants à la succession se déchirer. Ils sont eux aussi politiciens et se déchirent en famille ou dans les affaires. Tous sont occupés ou occupent encore la fonction de bâtonnier du Cameroun. Repère revient sur la guerre entre les frères Mouna ou encore l'actuel bâtonnier du Cameroun, Maître Nyékamga, poursuivi en justice par le prisonnier Yves Michel Foto pour escroquerie en bande organisée. Un carnet de justice tout aussi complexe que celui des finances, le Fonds monétaire international met la pression sur le Cameroun en imposant un budget correctif. Expression économique analyse cette inflation de 179 milliards de francs CFA, une réforme qui devrait débloquer le potentiel de croissance. Il faudrait pour cela augmenter la pression fiscale
et le patronat s'opposent. Le groupement interpatronal du Cameroun accuse le gouvernement. Intégration croise les regards. Côté couverture santé universelle, le dossier avance. EcoSanté fait savoir que la première phase vaut 335 milliards. Priorité sera accordée à la prise en charge des enfants, des femmes enceintes et des patients de certaines maladies spécifiques. Et les élèves seront en bonne santé pour bien étudier leurs leçons. La bonne nouvelle, c'est que les manuels scolaires des prochaines années sont disponibles. Et Cameroun Tribune rappelle qu'il y aura désormais un seul livre au programme par matière, tel que prescrit par le Premier ministre. Bon dimanche et à dimanche. À dimanche prochain, Bran Kamgaï. Merci d'avoir signé la revue de presse de Canal Presse de ce dimanche. Et de 3 donc, la nuit dernière, 3e défaite d'un plénipotentiaire de l'Afrique à la Coupe du Monde de Russie 2018. Le Nigeria s'est incliné devant la Croatie. Abdoulaye Ado, vous avez regardé la rencontre? Oui, j'ai regardé la rencontre, toute la rencontre. D'ailleurs, je vous félicite parce que moi, c'est sur votre chaîne que je regarde les rencontres. Ça, il faut que je vous le dise. Et vraiment, félicitations à votre boss et à tous ses collaborateurs parce que vous faites honneur à notre pays. Merci. On sent que c'est une télévision où les gens travaillent. C'est comme ça qu'on aime voir les privés camerounais. Merci. Maintenant, en parlant des matchs, il faut dire pour commencer que, sauf si je m'abuse, depuis 82, je crois que c'est la première fois qu'après 3 matchs, les pays africains n'ont pas réussi à inscrire un but. Donc, c'est vraiment gênant parce que quand on voit le potentiel, on pense quand même que, comme la plupart c'est des joueurs qui jouent en Europe, c'est leurs collègues qui sont dans leurs pays respectifs. J'ai vu le Nigeria, c'est une jeune équipe, une équipe qui a beaucoup d'enthousiasme, mais la Croatie est une équipe expérimentée. Donc, sur ce détail-là, vraiment le Nigeria a pêché. Ils ont encaissé des buts comme ça sur des balles arrêtées. Et puis, parfois, c'était des fautes inutiles. Parce que, pour ce qui est du penalty, je ne sais pas comment on peut centrer un adversaire en pleine surface. Donc ça, c'était inévitable. Donc je me dis que c'est peut-être la jeunesse du groupe qui, naturellement, manque d'expérience, qui a pénalisé le Nigeria. Merci. Mais on pense qu'ils ont quelques jours pour se réajuster. Je crois qu'ils vont... On en vient à la suite. Alors, Faustin Dikamo, le mot est lâché, la jeunesse, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui justifient les mauvaises performances des Africains à l'entame de cette compétition, notamment celle du Maroc et le Nigeria qu'on l'a vu, et l'Égypte qui est un plénipotentiaire, certes, à qui la Coupe du Monde n'a pas souvent réussi, mais qui est l'une des meilleures équipes africaines de football de l'heure. Qu'est-ce qui peut justifier, outre la jeunesse, ces mauvaises performances à l'entame? Je voudrais vous dire que c'est pas nouveau. Et mon ami Abdoulaye l'évoquait tout à l'heure, que les équipes africaines fassent piètre figure à l'entame d'une compétition comme la Coupe du Monde. J'ai eu, comme journaliste sportif dans une autre vie, de couvrir quelques Coupes du Monde et d'autres grandes compétitions internationales à travers le monde. Je dois vous dire que l'un des problèmes que les équipes africaines ont le plus souvent, c'est des problèmes managériaux internes qui réjaillissent très rapidement sur le terrain lorsque ces équipes-là se retrouvent en compétition. Il ne faut jamais oublier que la Coupe du Monde s'organise aussi au moment où toutes les grandes équipes, tous les grands joueurs que vous retrouvez là-bas sortent des championnats, des grands championnats professionnels mondiaux, où le plus souvent ils ont joué et le championnat et la Ligue des champions, ainsi de suite, et où à la fin les joueurs arrivent eux-mêmes en phase finale de la Coupe du Monde étant émoussés, fatigués. Physiquement. Mais c'est le cas pour toutes les équipes, oui, pas seulement les Africains. C'est le cas pour toutes les équipes, mais est-ce que jusqu'ici, les Africains ont déjà réussi à pallier à ce genre de choses? Les Européens et les Américains, ils savent comment ils le font. Vous avez vu pendant les phases de préparation,
qu'il y avait un certain nombre de joueurs, lorsqu'on sentait qu'ils avaient beaucoup été utilisés dans leur club, on leur donnait quand même du temps pour souffler pendant les matchs de préparation. Vous avez vu ça? Or, il se trouve que la plupart de ces équipes africaines qui arrivent en ce moment à la Coupe d'Afrique des Nations sont parties de leur pays avec beaucoup de petits problèmes internes qui ne rassurent pas toujours les équipes. Et puis, il faut savoir que c'est quand même le rendez-vous des plus grandes nations de football. Et le plus souvent, dans les équipes africaines, il y a des joueurs qui sont à leur première participation et il y a de quoi avoir ce genre Si vous le voulez bien, on reste sur les problèmes managériaux. Albert Ayomba, on n'en a pas beaucoup entendu parler cette année, contrairement aux années précédentes où les équipes africaines arrivaient avec beaucoup de frasques lors de traînant, des frasques lors de leur préparation. Est-ce que les problèmes managériaux peuvent justifier ces performances aujourd'hui? Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'en existe pas. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je pense que le grand frère Faustin a percé un pan de nombreux abcès qui peuvent miner ou expliquer les contre-performances des équipes africaines. D'accord. Je pense qu'il faut également comprendre qu'il faut s'inquiéter des politiques sportives, notamment dans le domaine du football, qui sont adaptées maintenant en Afrique. Quand on voit le football produit par les 3 premières sélections, on a l'impression que notre football, le modèle africain, c'est purement complètement extraverti. Il n'y a plus de touches africaines. L'Égypte n'est plus l'Égypte que nous connaissions, c'est-à-dire qu'une forteresse arrière avec un milieu de terrain difficilement prenable. Ils veulent dribbler comme les Uruguayens. Les Uruguayens ont leur jeu sud-américain. Si nous on veut aller s'adapter à ces jeux-là en pleine Coupe du Monde, on se risque à ce que nous avons vu l'Égypte prendre. C'est-à-dire, nous sommes à la 90e minute. Je pense que le match nul aurait été le moins mauvais score. On essaie d'assurer ces résultats. La défense plie. Voilà. Donc, on a vu que la défense a fini par plier. Pareil pour le Maroc aussi, qui a tenu jusqu'à la 90e. Mais pour le Maroc, c'est une très grosse déception. Si on peut comprendre les défaites d'Égypte face à l'Uruguay, l'Uruguay mieux classé au classement FIFA que l'Égypte. Et même en termes de joueurs cotés individuellement, quand on regarde le seul joueur qui était capable d'avoir la même adresse ou la même valeur que Suarez et Cavani du côté de l'Uruguay, c'était Mohamed Salah, qui était sur le banc de touche. Donc il y avait déjà comme ces déséquilibres. On peut comprendre que l'Égypte perde. On peut aussi comprendre que le Nigeria, devant la Croatie, perde quand on regarde les valeurs individuelles et même le classement, la cotation des 2 équipes au niveau du classement FIFA. Le Nigeria, quand vous enlevez Victor Moses, il vous reste quelques petits noms. Mais de l'autre côté, vous aviez qui? Modric, Real de Madrid, 3 Ligues des Champions, Rakitic, Barcelone, 2 Ligues des Champions, Mandzukic, de l'autre côté, Bayern de Munich, 2 Ligues des Champions. C'est une constellation du de jeu stars. dans les jambes. Voilà, on peut comprendre. Par contre, le Maroc, il jouait contre l'Iran. Vraiment. L'Iran, c'est Je connais pas mal le nom classé d'un seul au joueur classement iranien. FIFA, c'est derrière le Maroc. Et même individuellement, le Maroc, ils ont quand même qui? Ils ont le défenseur de la Juve. Monsieur Benatia, ils ont quand même des individualités qui peuvent faire la différence en pareilles circonstances. Ils jouent le match et puis eux-mêmes se font prendre en encaissant un but contre leur camp. Je pense que c'est ça la plus grande déception. Mais nous espérons que pour les prochaines rencontres, l'honneur de l'Afrique sera sauvé. On en vient pour parler des prochaines rencontres. Le temps pour moi de vous demander, Jean-Baptiste Biaye, on a soulevé de problèmes managériaux, on a parlé d'un manque de rigueur dans le jeu, on a parlé d'une lenteur dans l'attaque. Est-ce que finalement les équipes africaines sont surprises par un calendrier qui était connu à l'avance? On sait bien qu'il y a une Coupe du Monde. Qu'est-ce qui a plombé ce début de rencontre qu'on aurait voulu tambour battant et donner le ton de ce que l'Afrique sera dans cette compétition? D'abord, je voudrais dire que, en guise de prologue à mon intervention, dire que lorsqu'on est qualifié pour une phase finale de Coupe du Monde, on est pris au sérieux. Il n'y a pas de petites équipes. Et malheureusement, pour beaucoup des amoureux du football, j'ai eu à observer cela autour de moi. Les gens gagnent les rencontres sur du papier. Donc vous engagez une rencontre, quelqu'un vous dit vraiment aujourd'hui l'Égypte va battre parce que Mohamed Salah est là. Tout le monde compte ça et tout le monde sait. Finalement, quand ça n'arrive pas, tout le monde est déçu. Après on dit bon, comme ils ont été battus, faisons confiance au Maroc parce que le Maroc vient, c'est la même dose. Et curieusement, on dit bon, enfin, comme le Maghreb nous a déçus, d'ailleurs on n'est pas content, faisons confiance à l'Afrique noire. On va voir, le Nigeria va montrer de quoi ils sont capables dès que le Nigeria arrive.
ils saoulent même les buts plus que les Marocains et les Égyptiens, puisqu'ils en ont pris jusqu'à 2 buts. Donc, la première grande leçon que je retiens de cette affaire, c'est qu'il faut être modeste et respecter tout le monde, même quand on s'appelle l'Iran. Et quand on arrive à la Coupe du Monde, il faut respecter ce pays. C'est la première chose. Cette personne a été cooptée, tout le monde s'est livré à des matchs de qualification pour arriver à ce stade de la compétition. Il faut respecter les adversaires. Donc, la deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que le football est devenu aujourd'hui un très grand business. Et j'ai la faiblesse de penser qu'on a dopé un certain nombre de joueurs africains en termes d'argent. Vous entendrez moins cette affaire-là chez les Européens, mais plus chez les Africains. Le Nigeria, par exemple, on a promis pour la victoire de leur rencontre-là, on a promis au vainqueur ou celui qui marquerait le but beaucoup d'argent de francs CFA. Je ne vous donnerai pas le nom parce que c'est astronomique. Ça, je vous l'ai dit. Or, ils n'ont pas pu marquer, ils n'ont pas gagné. Par conséquent, ils ont tout perdu. Alors, on vous met dans la tête que le vainqueur ou celui qui va remporter le trophée a 20 milliards 990 millions de francs CFA. Est-ce que c'est lui qui va remporter ça? Mais il y a de quoi se déchaîner. Mais il y a de quoi même mourir. Oui. Je vous dis qu'il y a de quoi mourir. Le deuxième, à la fin de ce mondial, va avoir une bagatelle de 15 milliards de francs CFA. Le troisième, 13 milliards. Le quatrième, 12 milliards. Alors, vous voyez énormément d'argent. Vous vous dites, là où je m'engage, si j'arrive à ce stade de la compétition, ça veut dire que je risque d'être sauvé. Ce qui n'est pas le cas pour des gens qui ont compéti à l'époque. Prenez par exemple le cas du Cameroun. Même si comparaison n'est pas raison, mais vous remarquerez que la première fois que le Cameroun a participé à la Coupe du Monde en 82, je ne sais pas si on leur a promis autant d'argent. Non. Ils ont joué d'abord pour leur propre plaisir, mais pour la patrie. L'organisation évolue. Même en 90, au moment où le Cameroun est allé plus loin dans la compétition, je ne sais pas si on a promis à ces gens-là beaucoup d'argent. Donc, moi, je crois que le football devenant business de manière générale, je vous fais fi de ce que la Russie... L'enjeu sur le jeu? Oui, il y a un enjeu qui a pris le pas. Un enjeu financier. Oui, qui a pris le pas sur le jeu. Je vous fais fi de ce que la Russie a mis pour l'organisation de cette compétition. Abdoulaye Ado, est-ce que vous comprenez la déception des supporters et téléspectateurs dès l'entame de ces 3 premières rencontres des équipes africaines, puisque nous ne sommes pas en compétition, du coup les gens ont déporté leurs émotions sur les équipes qui représentent l'Afrique. Est-ce que vous comprenez leur déception? Oui, ça se comprend. D'ailleurs, généralement, les Occidentaux ou bien les Européens, pour eux, ils considèrent l'Afrique comme un seul pays. Dans plusieurs compétitions, c'est comme ça qu'ils nous prennent. C'est nous-mêmes qui nous divisons. Nous savons que nous avons 5 places mondiales. Voilà, donc ça c'est bien. Oui. Mais quand même, on se dit qu'au vu du potentiel, Albert a indiqué tout à l'heure, parfois c'est sur un détail. Quand vous encaissez un but à la 89e minute ou 90e minute, c'est un problème de concentration. Parce que les autres, eux, ils se concentrent jusqu'au coup de sifflet final. Parfois chez nous, et c'est quoi? Des fautes parfois inutiles. Parce que qu'est-ce qui a causé le but? C'est des coups francs excentrés. Mais pourquoi ça n'arrive qu'aux équipes africaines de ne pas être concentrées à ce niveau de la compétition? Vous savez, pourquoi les autres sont plus concentrés, les Africains? Dans tous les cas, on n'a pas les mêmes moyens aussi. D'accord. C'est vrai que les Africains jouent dans les mêmes clubs, mais quand on revient chez nous, on a parlé des problèmes d'organisation. Donc les problèmes d'organisation peuvent être un problème. Mais il faut quand même dire, pour également féliciter, le Nigeria a fabriqué 3 millions de maillots. Et les 3 millions de maillots, là, c'est fini en moins de 2 jours. Le business dont on en cherche encore. Vous voyez quand même que c'est une passion aujourd'hui. Elle a gagné sa Coupe du Monde des supporters. Effectivement. Et même les Occidentaux ont reconnu que, même en termes de maillots, c'est la première équipe de ceux qui sont là-bas en termes de maillots, le Nigeria. Mais leur mondial, c'est les maillots. Oui, leur mondial, c'est peut-être les maillots. Mais je crois, comme il reste 2 matchs à chaque pays africain, je crois que les derniers réglages, parce qu'on évalue toujours les matchs, ils vont quand même changer de stratégie également. Alors, on en vient à ces derniers réglages tout de suite. Quand vous regardez ces équipes, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une régénérescence des équipes sportives
de football en Afrique parce que très peu de joueurs de 2014 se retrouvent aujourd'hui à la compétition de 2018. C'est un bon signe, Faustin Dikam. Albert Ayomba va réagir sur la question. Oui, mais il faut d'abord remarquer que au stade actuel de cette compétition, le niveau général est très moyen. Lorsque vous avez vu le match de la Russie contre l'Arabie Saoudite, avec le score que vous connaissez, lorsque vous avez vu le match, par exemple, Portugal-Espagne, oui. lorsque vous avez vu, je sais pas, quel autre match, France-Australie peut-être aussi. quand vous voyez France-Australie, je voudrais m'arrêter là, vous allez constater que le niveau n'était pas celui qu'on attendait. Vous avez vu que la France, qu'on attendait, avec toute la publicité qui a été faite tout autour, avec toutes les stars. Et sa constellation de stars. Oui. Et sa constellation de stars n'a pas pu donner l'image qu'on attendait d'elle. Vous avez remarqué par exemple que Griezmann, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe sur laquelle la France comptait, a dû être sorti pendant le match parce que il était complètement transparent pendant le jeu. Vous avez constaté que même sur la ligne d'attaque française, ce n'était pas du tout ça. Avec Mbappé, notre compatriote, ainsi de suite. Vous avez aussi remarqué qu'un autre compatriote camerounais qui joue là-bas a dû toucher le ballon de la main. Vous voyez? De façon très maladroite pour créer un penalty. C'est donc c'est vrai qu'on considère la France comme la 6e nation africaine. Donc c'est pour dire, pour revenir à votre question. C'est normal qu'il y ait de la régénérescence. Oui. Vous voyez, au sein des équipes nationales. Parce que en réalité, l'équipe nationale doit être un condensé des meilleurs joueurs du moment. C'est là où ils jouent. Mais ça doit aussi être un fin dosage entre les jeunes loups et ceux qui sont expérimentés. J'en viens là-dessus, Albert Ayomba. Est-ce que justement, on n'a pas pu... Il y a eu un problème de transition entre les équipes en Afrique qui aboutit à cette cassure globale des équipes en compétition? Parce qu'on a vu une équipe de Côte d'Ivoire, on a vu le Maroc, on a vu l'Algérie, on a vu l'Égypte d'il y a 4 et 8 ans. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a tous des jeunes, alors que dans les équipes européennes, il y a au moins toujours une personne qui a déjà été à un mondial et qui constitue un peu un socle pour guider des jeunes dans une compétition pareille. Est-ce que ce manque de transition n'affecte pas les équipes africaines aujourd'hui en compétition? Si, ça affecte. Ça affecte. Dans chaque équipe, il faut toujours un patron. Vous avez vu que Portugal, Espagne. On a vu Iniesta qui est bien assis sur le jeu. Le patron Ronaldo, Cristiano, c'est lui qui a porté son équipe. Et je peux dire qu'à lui seul, il a réussi à arracher ce match nul. On voit également, on a vu hier la Croatie avec Modric. C'est des joueurs expérimentés, c'est des joueurs sur lesquels l'équipe compte. En fait, ils constituent l'âme et l'assise de l'équipe. Bon, moi je pense que pour les équipes africaines, cette analyse serait difficile parce que je pense qu'il y a 4 nouvelles nations sur les 5 qui étaient à la Coupe du Monde en 2000 au Brésil. Il n'y a pas le Cameroun, il n'y a pas la Côte d'Ivoire, il n'y a pas la Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'Algérie. Je pense que la seule équipe qui est repartie, c'est la Tunisie. Si mes souvenirs sont. Les autres, c'est des nouvelles équipes. Elles ont leur fond. Mais on voit que c'est des équipes qui effectivement sont bâties autour des jeunes joueurs. Le Nigeria, c'est des jeunes joueurs. Le seul qui pourrait faire office d'ancien, c'est le monsieur Obi Mikel, qui lui maintenant est parti s'exiler en Chine. On ne suit pas très bien ses performances. Du côté de l'Égypte, je pense que c'est Salah qui fait office de leader. Il était blessé. Du coup, l'équipe s'est retrouvée avec un déficit de supplément d'âme. Du côté du Maroc, il y avait quand même Benatia. C'est l'âme de l'équipe. C'est pour ça que j'en veux un peu au Maroc. Je m'en suis trouvé déçu parce que pour un joueur de cette expérience, il doit comprendre que quand on est vers la fin du match, il faut s'organiser pour ne pas prendre un buga comme ils ont pu le prendre. Mais je pense, Carole, qu'il faut comprendre que les seules et uniques fois où le football africain a réussi à s'imposer ou alors à briller dans cette compétition, c'est quand on faisait avec les valeurs qui étaient les valeurs africaines, pas les valeurs entièrement extraverties. En 82, quand on rentre invaincu, la défense du Cameroun, c'est qui? C'est Thomas Nkono, canon de Yaoundé.
C'est des joueurs locaux. Oui, Ndjea, René, Mignon de Douala, on en est Lundu. Vous me corrigez si je me pêche. Je pense que c'est Canon au fédéral, quelque chose comme ça. Théophile Abega, Canon de Yaoundé, Mbida. Vous voyez? Mais on est dans un dilemme, Albert Ayomba. On y va. En 90, c'est la même chose. En même temps, on demande... On a les Ndipa Kem Victor, on a les Jules Denis, on a Tato James. On est aujourd'hui au moment où il y a une grosse occidentalisation du jeu, on l'admet. Les professionnels, vous n'avez pas pu les garder sur le continent africain, ils sont allés chercher fortune ailleurs. Et en même temps, vous voulez que les locaux construisent les équipes qui vont aller compétir avec des professionnels à ce stade du football mondial. Finalement, il faut faire un choix. Nous n'avons pas besoin de copier toutes les technologies occidentales pour faire le football africain. Le joueur africain n'est pas d'abord physiologiquement et biologiquement constitué comme le joueur européen ou sud-américain. Mais il évolue dans un contexte européen. Il faut absolument que les chercheurs... Plus clairement, il termine et vous prenez la parole. Les équipes africaines doivent garder leur style de jeu originel à eux. Très bien. Il faut aujourd'hui éviter d'aller s'incrustrer dans des livres de foot bâtis par des Occidentaux selon leur configuration, qu'aujourd'hui nous copions maladroitement. Lorsque le Cameroun jouait, on avait l'habitude de dire que le Cameroun n'avait pas de système de jeu, parce qu'on prenait... On commençait chaque match en fonction de notre adversaire. Mais c'était aussi de la débrouille, Faustin Ndjika. Non, c'était pas de la débrouille. Puisque nous avons fait des résultats avec ça. On avait des résultats, Carole. Morphologiquement, physiologiquement, nous ne sommes pas constitués, les Africains ne sont pas constitués de la même façon que les Européens ou les Américains. Par exemple, le football américain, ça va très vite sur des dribbles, sud-américains, très vite sur des dribbles, ainsi de suite. Or, le jeu africain, et particulièrement celui du Cameroun que nous connaissons. Il est là, on démarre comme un moteur diesel, comme on dit souvent. Et puis, on arrive à faire les résultats qu'il faut. D'accord. Jean-Baptiste Biaye, comment garder notre âme d'Africain quand on évolue sur le plan professionnel sur le continent européen, quand on a des entraîneurs qui sont des Européens, quand on enseigne aujourd'hui le football dans les écoles sous des principes européens, comment donc garder son âme africaine en ce moment-là? Carole souffrait que je puisse vous dire que j'ai été satisfait, tout au moins dès le début de cette compétition, du match Portugal-Espagne. Pour moi, ça a été un très beau match qui augure de ce que les favoris à cette compétition ont leur mot à dire. Exactement. Et l'Espagne et le Portugal font office de favoris dans cette compétition. Je n'ai pas été déçu. Tout à l'heure, Albert disait que la plupart des équipes qui participent à cette compétition reposent sur un certain nombre de leurs individualités. Je voudrais apprécier à sa juste valeur ce point de vue, mais remarquer en même temps que j'ai été déçu, par exemple, de la prestation de Messi, l'Argentin. Voilà. Parce que voilà quelqu'un sur qui tout le monde entier comptait. Mais vous ne répondez pas à ma question. Oui. Non, je vais répondre, je vais y venir. Je vais vous dire pourquoi. Si vous voulez que je réponde à votre question très rapidement, je vais vous dire par exemple que tous ces Africains qui sont aujourd'hui dans les équipes africaines jouent avec ces Européens sans complexe. Puisqu'ils jouent dans les championnats européens. Donc, avec tous ces gens-là. En réalité, ils peuvent être de même niveau que tous ces joueurs-là. Alors, moi, je pense que ce qu'il y a lieu de dire, oui, on a évoqué la jeunesse, mais c'est un argument qui ne me paraît pas solide. D'ailleurs, s'il fallait faire valoir la question de la jeunesse, oui, mais la Coupe du Monde permet aux jeunes justement d'éclore. Même si on peut se rendre compte à l'évidence que l'expérience compte, parce que ceux qui participent à la Coupe du Monde sont des anciens clients et de ce point de vue, ils connaissent mieux la compétition que les jeunes loups qui arrivent et pour la première fois qui veulent démontrer. Mais je pense que la Coupe du Monde essayer les joueurs. Non, la jeunesse fait au On amène à la Coupe du Monde des joueurs expérimentés. Je suis parfaitement compétitifs. Je suis parfaitement d'accord avec vous, sauf que je ne partage pas l'avis selon lequel, parce que vous êtes jeune, vous n'êtes pas apte à être compétitif en Coupe du Monde. Bien au contraire. Si aujourd'hui on a évoqué, et d'ailleurs c'est vous qui avez dit tout à l'heure, Monsieur Ndjika, que comparativement aux équipes africaines, on a tendance à voir que les équipes européennes vont plus vite. Mais si la jeunesse dans les équipes européennes ne parvient pas à s'adapter
à cette vivacité, à cette vitesse, c'est qu'il y a problème. D'accord. Et c'est là mon point de vue. Carole, je voulais revenir sur cette question que j'abordais pour dire que ce n'est pas parce qu'on s'est extraverti ou on évolue en Occident qu'on perd les valeurs africaines. Bel Joseph-Antoine, Thomas Nkono, Albert Roger Mila, partis en Europe, revenaient dans les Lions. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, bien sûr. Quand ils reviennent dans les Lions, ils jouent comme des Africains, comme des enfants qui ont appris à dribbler en Commando, en Vorada, au stade malien ou ailleurs. On n'oublie pas ça. Je pense que ce qu'il faille faire véritablement pour les équipes africaines, c'est de reconstruire des politiques qui se basent sur ces valeurs. Et on a la chance qu'un certain nombre d'anciens sont encore là. Abedi Pelé, Georges Weah, j'ai dit Roger Mila, Bel Joseph-Antoine, Thomas Nkono, Kalusha Boualia, Meri Crimo. Il y a un certain nombre de joueurs africains qui ont eu la chance d'évoluer dans ce contexte européen et de revenir jouer avec l'âme africaine en Afrique. Je pense que ces personnes peuvent être associées pour pérenniser cet esprit, cette âme, ce football africain qui était basé sur deux valeurs. Un, l'esprit collectif. De la combativité. Ce n'est plus ça aujourd'hui. On ne voit plus ça. Carole, ce que nous voulons dire ici, il faut rebâtir le football africain. Ce que nous voulons dire, n'est-ce pas, oui. c'est qu'une équipe qui va en Coupe du Monde doit être une combinaison entre des jeunes loups aux dents longues et des vieux loups encore expérimentés qui restent compétitifs. Et je crois que le président de la République avait vu ça avant nous tous. Parce que lorsqu'en 1990, nous sommes en train d'aller à la Coupe du Monde et qu'il exige que Roger Mila retrouve l'équipe. Beaucoup de voix se sont élevées pour dire non, même au sein même de l'équipe, pour contester. Et la différence mais la suite, vous la connaissez, ce qui s'est passé par là. Donc c'est ça. Et même en 94, c'est lui qui nous sauve. Abdoulado, les pronostics, est-ce que le jeu est plié pour les équipes africaines, même si on sait que le Sénégal et la Tunisie entrent en scène dans les heures qui viennent? Vous attendez grand-chose de ces équipes? Oui, lundi. La Tunisie affronte l'Angleterre et le Sénégal affronte la Pologne. Effectivement, mardi. Ce qu'il faut dire quand même pour essayer de dire une certaine chose sur les Européens, la moitié des joueurs présents à la Coupe du Monde sortent de 5 championnats européens. Voilà, la moitié des joueurs. Y compris les équipes africaines. Oui, bien sûr. Donc, ils viennent du championnat européen, 5 grands championnats. Oui. Maintenant, par rapport aux espoirs, oui, la Tunisie, c'est vrai que c'est l'Angleterre. Oui, c'est un gros morceau. La Tunisie, oui, ça peut également, s'ils ont un match nul, ou bien s'ils gagnent, c'est quelque chose de bien. Il y a le Sénégal. Le Sénégal a également mané quand même. Bon, il y a beaucoup d'espoir. Mais ce qui est clair, c'est que tant que vous avez encore 2 matchs, c'est possible. Même si c'est difficile. Parce que si vous gagnez les 2 matchs, vous aurez 6 points. Voilà. Mais quand vous perdez le deuxième match, oui, ça c'est peut-être pas, parce qu'on ne peut pas se qualifier avec 3 points. Qu'il faut faire. Il n'y a plus de combinaison avec 3 points. On ne peut pas passer. Donc même si on gagne le dernier match. Donc maintenant les gens ont grillé les jokers. Ils sont donc maintenant avec le juste qu'ils doivent valoriser. Là, ils n'ont plus droit Vraiment, ils n'ont plus droit à l'erreur. C'est bien compris. Voilà. Alors, Tunisie, Angleterre, ça va être un gros morceau, il faut le dire. vous voulez dire l'Angleterre, c'est un gros morceau pour la Tunisie? Tout à fait. Je ne voudrais pas être pessimiste, parce que le ballon étant rond, on ne sait jamais. Le Cameroun a gagné face à l'Argentine en 90. Il a failli gagner face à l'Angleterre. Il a failli gagner face à l'Angleterre. Face à la France. Tout le mal qu'on peut souhaiter. On reste beaucoup dans l'histoire. Tout le mal qu'on peut souhaiter à la Tunisie, c'est de remporter face à l'Angleterre. Mais il va falloir aller chercher très loin. Mais quand vous regardez l'équipe tunisienne, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut vraiment aller loin? Ou ce loin-là, ça s'arrête où pour pouvoir revenir à bout de l'Angleterre tout au moins? Écoutez, n'étant pas un acteur sur le terrain, parce que vous me posez une question, c'est les acteurs qui sont sur le terrain qui sont à même de nous dire jusqu'où ils peuvent aller. Dans ma modeste posture de simplement analyste, observateur. Au moins les noms, les grands noms de l'équipe au moins à partir des noms, oui. l'Angleterre c'est une grande nation, c'est fils également de favori de cette compétition. Je vois mal la Tunisie en train de s'en sortir, sauf miracle. Mais je crois que, comme je l'ai dit tantôt, le ballon est rond, on ne sait jamais ce que la Tunisie est capable de faire, tout comme le Sénégal face à la Pologne. Mais ça va être difficile et ça va
nous imposer un autre regard par rapport à la participation des équipes africaines qui, dès l'entame de la compétition, sont balayées peut-être un à un. Nous n'en sommes pas encore là. Mais je crois que on pourrait accorder au bénéfice d'un certain nombre d'aléas, dire que peut-être que les premières rencontres se sont soldés jusqu'ici par des défaites et qu'en deuxième rencontre, les encadrements techniques respectifs vont pouvoir réviser des stratégies pour pouvoir... Merci. Alors, Faustin Djikam, pour clore sur cette partie avec des équipes africaines, on se souvient quand même que le nombre de compétiteurs africains avait été revu dans cette compétition grâce à des performances dans certains nombre de pays africains, notamment le Cameroun et après le Sénégal et bien d'autres comme le Nigeria. Est-ce que l'effet inverse peut se produire maintenant que depuis un certain nombre d'années, les équipes africaines ont de la peine à atteindre même les huitièmes de finale? Est-ce que si cela se poursuit, la FIFA peut être amenée à se dire finalement on avait mal fait de leur donner cette place? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que la FIFA peut être amenée à prendre ce genre de décision. Puisqu'elle avait déjà pris la décision d'étendre 3 places à 5 places. Voilà, non, je crois que nous irons un peu plus loin. Il y a un phénomène des temps. Ouais, d'ailleurs, sans vous couper la parole, et pour les besoins d'information, il faut dire que la Coupe du Monde de 2026, on connaît déjà que le nombre de places, par exemple, pour l'Afrique va augmenter. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Le nombre des équipes même participant dans la Coupe du Monde en 2026 augmente également. Donc, de ce point de vue, c'est déjà un acquis. Donc, c'est pour vous dire que ça va évoluer. Le football africain évolue, malgré les contre-performances de ces dernières années. Et j'ai couvert la Coupe des Confédérations l'année dernière en Russie. Je peux vous dire que le Cameroun est toujours un pays qui est couru. Lorsqu'on sait que le Cameroun va jouer quelque part, malgré toutes les contre-performances que nous connaissons ces dernières années, et souvenez-vous quand même que nous sommes champions d'Afrique au passage. Oui, ça n'a pas détruit l'image du Cameroun sur le plan international. Alors, j'avais été en Russie l'année dernière, pendant la Coupe des Confédérations, et malgré la contre-performance des Camerounais sur le terrain, tous les Russes soutenaient le Cameroun. Tous les Russes soutenaient le Cameroun parce qu'on aime bien voir les Camerounais jouer. Surtout que les Pomniachiens même allaient visiter. Je l'ai d'ailleurs rencontré dans un hôtel là-bas. Oui, il était là. D'ailleurs, aujourd'hui en Russie, on n'invente pas. On a très bien vu par télévision interposée que l'image de Roger Mille en 90 dansant au bord du corner est bien visible en Russie aujourd'hui parce que les gens ont produit des films. Je peux vous dire que ce soit au stade du Spartak de Moscou, que ce soit à Saint-Pétersbourg ou bien à Sochi, chaque fois que le Cameroun jouait, le stade était comble et je vous assure que ceux qui ont eu la finesse des affaires de fabriquer des gadgets du Cameroun se sont fait beaucoup d'argent parce que c'était acheté par tous les Russes et tous les supporters qui étaient là. Albert Ayomba, est-ce qu'on peut dire que c'est parti pour la Russie de réussir sa Coupe du Monde au vu de la cérémonie d'ouverture, de la qualité des stades? Qu'est-ce qu'on peut tirer déjà comme sur ce que nous avons vu jusqu'à présent, je pense que il faut féliciter la Russie. Ah oui. Parce que c'est un pari organisationnel déjà bien réussi. Nous nous attendions pas voir autant de monde pour un match comme Maroc-Iran. Mais vous avez vu les stades combles, de très beaux stades. On redoutait un peu que ces stades seraient vides. Vraiment, il faut féliciter tout le comité d'organisation et principalement l'État russe qui a mis les petits plats dans les grands. Et je pense que ce qu'on avait déjà vu lors de la Coupe des Confédérations, c'est nettement reproduit. Ce que décrivait tout à l'heure le grand frère Faustin. On avait vu une ferveur populaire lors de la Coupe des Confédérations. Et pour la Coupe du Monde, on voit la même chose. Même pour les matchs jugés de catégorie D, de bas calibre, moins de facture. Donc c'est important de pouvoir... C'est quoi le secret de la Russie, Faustin Djikam? Vous qui... La Russie, je pense que c'est les pays de sport. Nous avons découvert en Russie qu'il s'agit d'un pays dont on parle souvent de façon péjorative sur les médias internationaux. Tout ce qu'on dit concernant la Russie, lorsque vous y arrivez, vous découvrez que il s'agit des choses qui sont dites de façon... Des idées reçues qui sont même politiques en réalité. Parce que, en fait, la Russie n'a jamais été isolée, comme nous font savoir certains médias internationaux.
ou bien c'est sur les papiers. Ah J'ai oui. découvert par exemple à Moscou Oui. qu'il y avait des entreprises françaises qui étaient dans les travaux publics là-bas. Oui. J'ai découvert que les stades qui étaient en construction pour justement pour la préparation de cette Coupe du Monde n'étaient pas seulement par des Russes. J'ai découvert que les Russes, Donc, le contrairement business se fait à ce en qu'on Russie, dit malgré tout aux uns et ceci. aux autres, étaient très accueillants. Nous avons passé le temps à faire des photos avec des Russes qui voulaient faire des photos avec des Africains. Donc quand on pensait que non, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu pour la plupart blanche, la la peau peau noire noire, et ainsi de suite. Mais ce n'était pas ça du tout, puisqu'ils nous suivaient partout, même à l'hôtel où nous descendions. Donc c'est pour dire que c'est un peuple qui est très accueillant, c'est un peuple travailleur et c'est un peuple engagé. C'est un peuple aussi qui a un devoir de mémoire et de citoyenneté. Donc c'est des gens sur qui nous pouvons désormais compter, prendre en exemple D'accord. pour les futures échéances que nous aussi nous avons à organiser. On en vient justement. Le Maroc qui n'organisera pas cette Coupe du Monde de 2026, alors que c'était très attendu par les Africains. Abdoulaye Abdo, vous êtes déçu qu'après l'Afrique du Sud, un deuxième pays africain ne soit pas organisateur de la compétition tout de suite? Oui, c'est une déception. Mais par réalisme, je savais que c'était quand même difficile. Parce que quand vous avez le Mexique, les États-Unis et le Canada Oui. Vraiment. qui co-organisent contre le Maroc seul, c'était difficile. Donc le Maroc aurait également proposé une co-organisation. Avec Peut-être d'autres pays ça- d'Afrique? Oui, d'autres pays d'Afrique, ça pouvait être pertinent. Mais la plus grande déception que j'ai, c'est souvent le comportement de l'Afrique du Sud. Pendant plusieurs grands rendez-vous, l'Afrique du Sud lâche parfois les Africains. Vraiment, pour un pays qui a connu ne pas dire leur toujours. histoire là. L'Afrique du Sud n'a pas voté pour la C'est candidature clair, marocaine? Pas du tout. 11 pays africains n'ont pas voté pour Même le la Maroc. Guinée, Vous que le comprenez? Maroc a aidé. L'Afrique à un du moment Sud donné, n'a a pas souvent voté pour fait le ça. Maroc. Je ne veux pas rentrer, mais qu'ils pensent quand même que quand ils étaient sous ce qu'ils étaient là, les Africains et les autres étaient avec eux. Donc, c'est une déception. Merci. Mais Jean-Baptiste Biaye, je crois que c'était est-ce que ce n'est pas un positionnement réaliste que de dire, écoutez, peut-être le dossier du Maroc n'était pas aussi alléchant que ça vis-à-vis des autres. Est-ce qu'il faut voter juste parce qu'on est africain et s'aligner derrière un pays alors qu'on sait bien que peut-être le dossier a des failles? Ou alors à compétence égale, il faut choisir le pays africain? D'abord, je voudrais dire que par rapport à votre précédente interrogation, j'ai été satisfait jusqu'ici, je crois, de la sécurité qui règne en Russie. Ça, c'est un pari également de la Russie. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la rencontre parce que on avait annoncé des hooligans et des trucs, machin. Mais je crois que par rapport à cette question que vous venez de poser, sur le Maroc qui ne sera pas organisateur de la Coupe du Monde en 2026, je voudrais remarquer avec vous que le Cameroun a voté pour le Maroc. Bien sûr. Pour le Maroc, tout comme les pays de l'Afrique centrale. Et on comprend bien les enjeux. Parce que le Cameroun était dans une compétition de l'organisation de la CAN 2019 Avec avec le le Maroc. Maroc. Oui, oui. Et donc, compte tenu de tout ce que nous avons connu, même si le Cameroun pensait que C'est le contraire. que le Maroc ne pouvait pas tenir, au moins pour cet enjeu-là, il fallait voter. Et D'accord. cela est vrai pour le Cameroun, cela est vrai pour l'Afrique centrale, parce que n'oubliez pas que la Coupe d'Afrique des Nations est organisée depuis 2-3 éditions. Par l'Afrique centrale. Par l'Afrique centrale. Et vous avez vu que Des fois, le Gabon Cameroun, avec la Gabon, Guinée et Guinée puis le équatoriale, ainsi de suite, Tchad. tous, Tchad même, tous ont voté pour le Maroc. Alors qu'en réalité, on était conscient quand même que le Maroc ne pouvait pas tenir. Et ne pouvait pas tenir sur le plan infrastructurel simplement. Merci. Sur le Moi, plan c'est tout le infrastructurel, monde. parce que Oui. les stades que le Maroc a présentés aujourd'hui ne sont pas prêts, et c'est les Blancs qui nous ont dit ça, ne sont merci. pas prêts à accueillir une Coupe du Monde. Ce qui m'a le plus Au Maroc. touché, Oui. c'est le comportement de la Guinée. Nous qui sommes dans le sport, Conakry, Guinée, quoi. oui, Conakry. nous savons très bien que lorsque ce pays était aux prises avec l'Ebola, on leur a demandé de délocaliser leur rencontre. Et c'est le Maroc qui a décidé de les accueillir Vous attendiez un retour chez de eux. l'ascenseur. Au moins ça. Merci. Parce que le Maroc les a accueillis quand même pendant longtemps.
a accueilli leur compétition sur son territoire pendant longtemps. Merci. Alors que mais je crois, vous voulez bien qu'on termine sur mais cet je aspect, crois en même temps, je vais être très bref, que la voix de l'Afrique du Sud a également compté dans cette affaire, parce que l'Afrique du Sud a déjà quand même eu le privilège d'organiser une Coupe du Monde. Abdoulaye Ado l'a dit tout à l'heure. Mais vous avez vu également que le Libéria avec un ancien champion. Le Libéria, c'est presque des Américains. Voilà, un ancien champion de football qui est devenu aujourd'hui président de la République. Donc, leurs voix ont compté pour que le Maroc ne puisse... On en vient au Cameroun, puisque c'est vrai que le Cameroun n'est pas en Coupe du Monde, mais le Cameroun aussi regarde bien cette compétition par l'entremise de nos télévisions nationales comme Canal 2 International. Albert Ayomba, on parle beaucoup de manière comparative aux infrastructures que l'on voit en Russie, et on se dit, on est quand même sur la sellette, on est dans les chantiers de préparation de la CAN 2019, et on aimerait bien voir des infrastructures comme celles qu'on a vues en Russie. C'est possible au Cameroun pour la CAN 2019? Pour moi, l'argument infrastructurel pour accorder ou refuser l'organisation d'une compétition qui est d'abord un brassage culturel à des pays est un argument spécieux. C'est peut-être déterminant, mais il ne doit pas être le seul argument. Quand on a organisé la Coupe du Monde en 1900 en Uruguay, 1901 ou 4, quelque chose comme ça, là, vous croyez que les stades étaient du niveau où il y avait une poignée d'équipes aussi, non? L'Afrique est entrée dans la sphère du football mondial quand la CAF a été créée quand? En 57. Il y avait 4 pays. Ça veut dire que nous sommes jeunes dans cette activité. Et les aînés ont l'obligation d'accompagner les jeunes nations. On a 60 ans. Oui, bien sûr. Si les aînés, c'est-à-dire que ceux qui ont créé l'activité, n'accompagnent pas les jeunes nations qui sont volontaristes, qu'est-ce qui va se produire? Ce que nous voyons actuellement. C'est-à-dire qu'on aura une immigration pratiquement quotidienne de jeunes qui voudront aller chercher fortune ailleurs. C'est pour ça que l'argument de refuser la Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe du Monde au Maroc était pour moi un argument totalement spécieux. J'ai appelé ça du hop-eye. C'est pas normal. C'est pas normal que l'Afrique, après l'Afrique du Sud, n'ait pas eu la possibilité, que les jeunes Africains n'aient pas eu la possibilité de connaître cette fête du football mondial sur leur continent. Je pense 2010, 2026, ça allait faire, je crois, 16 ans. Exactement. 16 ans après. Alors que les Blancs se partagent cette affaire-là à tour de bras. Non. Je pense qu'il y a quand même un devoir de solidarité de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique. Retournons sur notre CAN maintenant. Sur notre CAN, je pense que si vous avez eu la chance, ou alors si vous vous étiez donné le devoir d'aller un peu visiter ce qui est en train de se faire comme travail maintenant sur ces chantiers, vous serez vraiment satisfait. Je pense que les travaux évoluent à un rythme très très intéressant et je pense que le Cameroun, comme le chef de l'État l'avait dit, sera prêt le jour J. Faites un tour du côté de Lembe ou même du côté de Japoma, vous verrez que le gros œuvre est pratiquement achevé. Donc d'ici 1 ou 2 mois, vous verrez des infrastructures qui auront sorti de terre. Non, qui sont sorties, mais qui auront pris les formes qui sont attendues par le commun des personnes. D'accord. Parce que vous savez que généralement la fondation c'est elle qui porte. Il y a le gros œuvre qui porte la maison. Et elle met plus de temps à sortir. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai Alors, dit. Faustin Dikam, on parle d'infrastructures où il n'y a pas d'inquiétude à se faire, mais il y a aussi qu'on n'a pas toujours d'entraîneur de foot. Ah oui, mais parlons d'abord des infrastructures, il y a des inquiétudes. Oui. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'Albert Ayomba Je suis d'accord avec lui, mais sauf qu'il faudrait quand même qu'il précise que à certains endroits, il y a des inquiétudes. Tout le monde sait qu'il y a eu une grève avec le groupe Piscini sur de Lembe. Mais la grève a été réglée par le ministre du Travail qui a fait une concertation. Ce sont des escarmouches conjoncturelles, grand frère Faustin. C'est réglé, mais ça retarde le timing des travaux. Je vous assure que le Cameroun est désormais dos au mur. Nous devons organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que non seulement on a passé le temps de tergiversation et de débat, parce que la CAF elle-même a déjà dit, c'est le Cameroun. Je crois qu'il y a des logos et je crois qui sont déjà prêts, qui sont sortis, qu'ils ont publiés, qu'ils ont diffusés. Et le Maroc, l'État marocain lui-même s'est désisté pour dire non, nous soutenons le Cameroun, c'est le Cameroun qui va organiser cette compétition. Mais le Cameroun doit faire Mais sa maintenant, part. le problème, c'est nous. Et c'est là où nous revenons à des problèmes, à ce que nous parlions, à ce que nous disions tout à l'heure en début de cette émission, les problèmes managériaux. Oui, les stades sont en train d'être construits. Oui, peut-être que nous serons dans les délais. Oui, on va jouer dans des stades neufs, mais il n'y a pas que les stades. Vous l'avez bien signalé tout à l'heure, M. Ayomba. On a d'autres choses. On a d'autres critères. Vous voyez?
C'est vrai, il y a les hôtels, c'est vrai, il y a ceci, mais il y a cela. Mais est-ce que nous avons déjà commencé à former nos citoyens, ne serait-ce qu'à l'accueil des étrangers? Pour que ce soit à l'image de ce que vous avez fait en Russie. Parce que voilà, par exemple, quand vous arrivez par exemple en Russie, dans une compétition comme la Coupe des Confédérations que j'ai couvert, vous voyez même, dès l'aéroport, vous allez même au stade, vous voyez que là où il y a les fan ID, les fan zones, ainsi de suite, vous voyez, il faut penser déjà à ça. C'est 35 000 volontaires qui se déploient. Mais est-ce qu'il n'y a pas le temps pour tout ça se mettre en place? Ça, c'est un exemple. Je n'ai pas fini, monsieur Ayomba. Maintenant, vous savez très bien que le niveau de réception dans nos hôtels est proche de 0 lorsque vous entrez dans les hôtels du Cameroun. Ça fait partie de l'accueil dont vous avez parlé. Est-ce qu'on a formé nos employés des hôtels à cela? On peut avoir des infrastructures. On peut avoir... Merci Faustin, permettez qu'il réponde. Je n'ai pas encore répondu. Je n'ai pas encore répondu à la question sur l'entraîneur. La question sur les infrastructures. Sur l'entraîneur. Voilà. Est-ce que cette lame de fond, enfin, est-ce que tout cela peut se mettre en place maintenant, le nombre, les volontaires, l'accueil, soigner l'image et former le citoyen camerounais à intégrer le fait qu'on accueille une grande compétition? Ça peut se faire en ce temps? Tout ce que le grand frère Faustin relève est en train de se faire. Au moment où nous parlons, la mise à niveau, ou les mises à niveau qu'il réclame sont en train de se faire secteur par secteur. Il le sait d'ailleurs très bien. C'est peut-être le rythme ou alors le fait qu'il n'y ait pas une publicité autour de cette mise à niveau qui fait qui donne l'impression que rien n'est en train d'être fait. Mais je peux vous rassurer que l'État du Cameroun, la fédération, tous les acteurs qui sont mobilisés autour de cet événement travaillent au quotidien pour que effectivement les retards qui sont observés ou alors les corrections qui doivent être apportées le soient. Quand on était en Russie lors de la Coupe des Confédérations, il y avait des stades qui étaient encore en construction. En construction, tout à fait. C'était 6 mois avant la Coupe du Monde. Oui. Il faut le relever. Il y avait des routes qui étaient en construction. Il y avait des aéroports qui étaient en train d'être mis à niveau. C'était 6 mois avant. C'était 6 mois avant. Donc on a encore un peu de temps. C'est vrai que je comprends l'inquiétude de Faustin. Il ne faut pas que nous dormions sur nos lauriers ou alors que nous ralentissions le rythme actuel des travaux, des actes ou des actions que nous sommes en train de parce poser. Que l'argent, c'est ça le nerf de la guerre. L'argent ne suit pas plus que l'entraîneur. Oui. Alors, c'est devenu un serpent de mer au Cameroun. Et pour rien. Et pourtant, c'est des choses qui devraient se régler parce qu'il y a toutes les structures administratives et même de la fédération qui sont en place pour qu'à chaque fois que les Lions Indomptables ont besoin d'un entraîneur, qu'on le trouve sans avoir à verser beaucoup d'encre et de salive. Mais ce qui se passe chez nous est assez extraordinaire. Il me semble que l'affaire du recrutement d'un entraîneur a depuis longtemps dépassé le cadre de la fédération, dépassé même le ministre des Sports qui est d'ailleurs très volontaire. Pour se retrouver à la présidence de la République, nous a-t-on dit. Parce que le plus souvent, et ce n'est pas mes collègues qui sont ici qui vont démentir, on sort une shortlist et à la fin, on recrute même un entraîneur qui ne se trouve pas sur cette shortlist. Merci, permettez qu'il réagisse. Il faut laisser les structures qui sont en charge de ce recrutement faire leur travail. Pour finir ce débat, je vous en prie. Écoutez, d'abord sur la question des infrastructures, la Coupe d'Afrique des Nations, là j'arbore ma casquette des membres de la commission communication de la CAN 2019. D'abord, pour vous rassurer, en ce qui concerne les évolutions des infrastructures sportives, il n'y a pas arrêt de travail à Olembe, malgré la grève des employés. Ce qui s'est passé, il y a eu une médiation du ministre du Travail et de la Sécurité sociale cette semaine à Yaoundé, parce que l'entreprise Piscini avait des sociétés sous-traitants qui en réalité n'ont pas mieux informé leurs employés de ce qui devait advenir. Il était question pour parler de manière terre à terre, il était question pour ceux qui y ont travaillé, par exemple pour les fouilles de ce stade, de libérer le plancher une fois leur travail terminé. Et on leur a pas dit attends, donc il y a eu un problème de dialogue et de communication. Au moment où j'entends très bien. Cela est vrai pour Olembe, cela est vrai pour Garoua, cela est vrai pour Douala, Japoma. Au moment où nous parlons, Albert l'a dit, je corrobore son idée, les gradins sont en train de monter à Olembe. Si vous y allez, vous allez voir. Peut-être que ça ne fait pas l'objet de communication à outrance, mais c'est ce qui est en train de faire. En ce qui concerne
la question de l'entraîneur. Il y a eu 77 candidatures qui ont été enregistrées. Il y a eu une shortlist qui a été donnée. Au moment où je vous parle, entre la FECAFOOT et la tutelle, les deux se sont déjà accordés sur l'oiseau rare qui sera nommé dans les tout prochains jours. D'accord. En ce qui concerne... Vous savez que les Lions indomptables doivent normalement... En ce qui, avec votre permission, en ce qui concerne la venue de la prochaine mission de la CAF au Cameroun, elle était programmée pour la 3e mission, elle était programmée pour le mois de juillet, mais comme vous le savez très bien, beaucoup de responsables de la CAF étant partie prenante dans l'organisation de la Coupe du Monde, cette mission a été prorogée pour après la Coupe du Monde. En ce qui concerne les fan zones dans les comités de cycle, vous les avez évoqués, au moment où je parle dans ce studio, la question des fan zones, tout comme des centres d'accréditation, a déjà été évoquée dans les différents sites et cela sera présenté très prochainement. Un mot pour Abdoulaye Ado et puis on passe. D'abord sur la question d'entraîneur. Je crois que la méthode du Cameroun n'est pas bonne. Voilà. Si on ne dit pas ce qu'on fait, nous-mêmes on se pénalise. Je prends depuis 2010. Depuis 2010, on est allé en Afrique du Sud avec le Gouin. En 2011, c'est Clemente. 2012, c'est Lavin. N'est-ce pas? 2013, Jean-Paul Akono. 2014, Volker Finke. 2015, Hugo Bross. Aujourd'hui, on cherche un autre entraîneur. Alors que l'Allemagne, le coach qui va conduire l'Allemagne, Joachim Löw, il est dans cette équipe depuis 2006. Il était adjoint. Mais on a aussi vu le cas de l'Espagne. Non, allons voir, il était adjoint. Vous comprenez? Ça fait qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, c'est lui, il a pris l'équipe en 2006 comme titulaire. Il est là jusqu'aujourd'hui. Et on a encore prorogé son contrat. Donc si on veut avoir quelque chose de sérieux, on ne peut pas avoir une instabilité chronique au niveau des entraîneurs. Vous comprenez? À tel point que celui qui assure l'intérim, vous dites qu'il assure l'intérim, mais il a sa tête dans ses plantations. Je crois quand même que vraiment c'est une question sérieuse. Il faudra qu'on règle ça fois pour toutes. L'entraîneur espagnol a signé un contrat, je crois, avec le Real de Madrid. Le début de l'année prochaine. Et en 24 heures, la Fédération espagnole de football a trouvé un entraîneur à son équipe. Et il est sur le banc de touche en ce moment. Bon, je vais devoir arrêter avec cette première partie du débat. Vous avez la Albert Ayomba. Peut-être il ne m'a jamais rien refusé. Si on devait sortir d'ici avec un mot pour cette partie du mondial, on se dit, vous entrevoyez le vainqueur comment? Ce ne sera pas un Africain, tout au moins. Pourquoi pas? Pourquoi? Non, il ne faut pas rêver. Il y a encore une équipe africaine. Non, il ne faut pas rêver. Qui est, à mon avis, semble porter les valeurs du football africain, entraîné par un Africain, c'est le Sénégal, qui va se produire contre la Pologne, ce sera mardi. On attend de voir avant de nous prononcer pour la suite. Je pense que le Sénégal peut nous réserver de belles surprises s'il joue avec cette âme et ce supplément d'esprit, de fighting spirit, puisé des sources africaines que nous réclamons tant. Merci. La Tunisie aussi, pas de grand nom, vous l'avez dit tout à l'heure, mais un collectif assez solide. Assez solide. Et on verra tout ça sur les antennes de Canal J'ai changé de nom sur ce plateau, je m'appelle désormais Thomas et non Jean-Baptiste. Une transition s'il vous plaît, et puis nous allons en 10 minutes terminer cette émission de Canal Presse. Alors, si vous le voulez bien, nous allons rapidement évoquer cette crise sécuritaire qui s'enlise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec, en premier, Faustin Dikam, cet autre rapport d'Amnesty International rendu public cette semaine. Un rapport qui épingle autant l'armée camerounaise que les groupes armés qui causent des exactions dans cette zone. Est-ce que pour une fois, on peut se dire Amnesty a trouvé le juste milieu dans cette crise? Non. Je ne suis pas d'accord avec ce rapport de Amnesty International. Parce qu'il faut être sérieux. C'est parce que la dernière fois, ils ont unilatéralement visé le gouvernement et l'armée camerounaise que cette fois-ci, ils essaient de jongler. Cette habitude de la jonglerie, pour une structure internationale comme Amnesty International, vraiment est très décevante. Il faut le dire clairement. Les gens qui décident de prendre les armes contre leur propre pays doivent être dénoncés. Il faut préciser, par de ces ONG internationales. Délibérément. Ils ont décidé de prendre délibérément les armes. Cela est arrivé
l'armée, qui a pour rôle la protection des citoyens de leurs biens et de veiller à l'intégrité territoriale du pays, se devait de prendre ses responsabilités. Maintenant que ça va dans tous les sens, parce que je voudrais profiter de cette tribune pour dire tout le monde peut déposer les armes dans cette affaire. Et qu'on rentre dans un véritable dialogue et voir ce qui ne va pas. Parce que lorsque vous avez votre enfant, parmi vos enfants, un qui casse tout à la maison, et que même après l'avoir battu, il continue à casser, à un moment donné, vous l'appelez dans la chambre et vous discutez avec lui. Bien, bien. Donc, pour dire simplement que nous devons avoir une attitude citoyenne et républicaine par rapport à cette crise. Parce que la guerre ne profite à personne. Merci. Et il y a beaucoup de désinformation. Il y a beaucoup de fake news. Alors, les Camerounais ne doivent pas se comporter avec cette guerre comme si c'était l'affaire des autres. Merci Faustin. Vous allez reprendre la parole tout à l'heure pour terminer. Albert Ayomba, on a bien vu cette semaine dans le Mungo, qui est frontalier à Mouyouka, qui est frontalier au Mungo, qui a eu une vive tension avec une progression de l'insécurité vers le littoral. Est-ce qu'il y a véritablement des choses à craindre que cette guerre, cette crise ne s'enlise contrairement à ce qu'on croyait qu'elle allait se résoudre tout de suite? Non. Permettez-moi de dire aussi un mot sur le rapport, et puis je reviens à vous. Bien sûr. Ce rapport, pour moi, excusez-moi d'être excessif, est un torchon. Et je pense que cette habitude de laisser Amnesty International faire l'apologie de la guerre et de la violence sur notre territoire sans rien faire me paraît être une attitude de faiblesse. Parce que sur quelle valeur, sur quel postulat épistémologique ce rapport réussit à placer dos à dos une armée régulière, souveraine, Et des groupes légale, et des brigands qui ont pris délibérément des armes pour attaquer notre pays. Je ne comprends pas. J'essaye de comprendre encore, mais je ne comprends pas. Sous quelle valeur, sous quel postulat épistémologique? Ce n'est même pas possible. C'est impossible de dire qu'on renvoie dos à dos des brigands, des bandits avec une armée régulière. Vraiment, je pense même qu'il ne faut même plus qu'on accepte qu'Amnesty vienne présenter ce rapport ici. Mais qu'ils aient dit ça en Irak, qu'ils aient dit ça en Afghanistan, en Syrie, qu'ils aient dit ça en Syrie. Et on a vu où un pays agressé et son armée reste sans rien faire alors qu'il est agressé. Maintenant, sur la question de l'insécurité. Sur la question de l'insécurité, je pense qu'il faut déjà commencer à féliciter le bon travail que font les forces de défense et de sécurité. Je pense que ce sont des incursions, ce sont des leurres, ce sont des tentatives qui sont vouées à l'échec et qui ne vont pas aller plus au-delà de ce que nous observons en ce moment. Ces tentatives ne peuvent pas. Ça, c'est impossible. L'armée camerounaise a réussi à stabiliser la crise où elle se trouve et à repousser les brigands et les bandits à leur plus simple expression. Toutefois, nous l'avons dit, nous voyons comment on essaye de profiter de cette crise pour instrumentaliser d'autres causes. Merci. Mais ça aussi, ça doit être fait l'objet d'un bon... Jean-Baptiste Biaye, je viens à vous poser une question. Est-ce que le fait que on prenne des armes et qu'on soit en train de se battre contre des groupes qui ne sont pas organisés fasse en sorte qu'il faut quand même piétiner un certain nombre de règles de la guerre? Carole, j'ai une compassion émue par rapport aux forces de défense et de sécurité qui sont tombées sous les balles assassines et qui continuent à tomber. Lorsqu'on vous parle, mais il y en a au moins une cinquantaine de gendarmes qui ont déjà été tués lâchement par ces gens-là. Je crois que ils ont tué un gardien de la paix hier soir. Et je crois qu'il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire que l'armée régulière ne peut pas être dans une posture de légitime défense. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas entendu un seul instant où l'armée a attaqué ses propres compatriotes. Mais à tous les coups, l'armée est plutôt en train de se défendre. Alors, vous ne pouvez pas être un homme armé. Vous appartenez à une armée régulière, on vient vous tuer, on vient vous attaquer, vous avez l'arme, vous ne réagissez. Donc, la légitime défense. Donc, je crois qu'une émission comme celle qui est très suivie doit nous permettre de dire à nos forces de défense et de sécurité tout notre soutien, tous nos encouragements pour qu'ils aillent de l'avant et pour qu'ils continuent de sécuriser. Si nous parlons en toute quiétude dans une télévision comme celle-ci, c'est grâce à ces gens-là qui donnent de leur sang pour que nous soyons libres, de nos mouvements et pour que nous puissions parler de manière libre et indépendante de cette manière. Donc, je suis, à la suite d'Albert, un peu gêné, un peu outré, un peu dépassé par ces agissements-là où on vient faire une comparaison entre une armée régulière et une armée, en tout cas des gens qu'on ne reconnaît pas forcément comme étant
des personnes sérieuses. Donc je crois que... certaines voix sont élevées pour dire à Amnesty de demander peut-être à ces groupes armés, puisque l'ONG observe le déploiement de ces groupes armés sur le terrain, à qui un certain nombre de règles de la guerre ne semblent pas s'imposer, de se dire quand on est dans une guerre non conventionnelle, on doit s'attendre à ce type d'attaque. Est-ce que ce n'est pas trop demandé que de se diriger plutôt vers des groupes réguliers comme l'armée camerounaise, se dire respecter les règles de la guerre? Non, ils participent à la déstabilisation. Moi, je vais vous dire, pour la première fois où j'ai eu une enquête, un média occidental a voulu m'interroger. Le journaliste m'a dit, il faut que je trouve des choses qui accablent le gouvernement. Vous voyez? Je vous le dis, un média européen. Donc vous taisez bien sûr le nom. Je tais, parce que je ne veux pas dire ça ici, oui. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un chronogramme qui est décliné. Et quand vous suivez certains médias occidentaux, certaines télévisions, où on interroge ces gens-là, ils vous disent qu'ils reçoivent des financements de l'étranger. Vous comprenez? Mais que dites-vous de ces vidéos qui circulent, où on voit des personnes présentées comme des soldats camerounais qui menacent au point des jeunes filles présentées comme des jeunes filles qui sont dans la boue? On montre même les images. Oui. Puisqu'il y a des Ivoiriens qui ont reconnu les images de la guerre. C'est de la manipulation. Donc c'est le fake news, c'est la manipulation. Donc en vérité, moi je crois que, et c'est là où certains qui veulent accéder au pouvoir au Cameroun, croient donc qu'il faudrait passer par ces techniques-là, où il faut s'associer même au diable pour pouvoir accéder au pouvoir. Parce que ce n'est pas compréhensible. Qu'au moment où on sort de 3 ans contre Boko Haram, et il continue même à frapper, hier il y a eu des morts, du côté de l'Est, on connaît, et on crée également une autre zone d'insécurité dans la partie anglophone. Donc c'est un processus qui est monté, qui est suivi, et des gens sont derrière des politiciens pour venir accéder au pouvoir par là. Vous savez qu'il y a un pays qui nous a donné des moyens militaires, mais ils nous ont dit qu'il faudrait choisir les terroristes. Les mauvais terroristes qui sont dans la partie septentrionale, on peut utiliser. Les bons terroristes qui sont dans la partie, on ne peut pas utiliser. Il faut que finalement, que ces gens viennent sur une table nous dire ce qu'ils veulent exactement. Au départ, on était parti pour une revendication corporatiste à laquelle le gouvernement a apporté quelques solutions. Après, ils ont dit qu'ils étaient mal famés chez eux. On leur a ouvert des routes, il y en a, plus que dans d'autres chefs de régions. Non, dans d'autres régions. Maintenant, on demande la dépouille, on demande le retour de la dépouille du président Aïdjo. C'est un chronogramme qui a pour objectif la prise de pouvoir. Et hier, sur la toile, ils disaient maintenant que non, ils vont prendre la Sonara, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Dans quel cadre, justement? C'est pour cela que, pour qu'un débat ait lieu, un dialogue commence à avoir lieu là-dessus, j'invite les uns et les autres à déposer d'abord les armes. En commençant par ceux-là qui ont pris les armes et qui ont choisi de se mettre au banc de la République. Jusqu'à preuve de contraire, l'État du Cameroun, la communauté internationale connaît ses limites, les limites de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun est celui que nous connaissons. Il n'est pas question que des individus prennent les armes pour dire à partir de maintenant, nous divisons le pays en deux et cet autre côté s'appellera tel pays, c'est notre pays. Ça s'est déjà fait où? Et la guerre de sécession, ça a déjà donné quoi dans le monde? Les exemples sont là devant nous. Nous avons le Soudan, nous avons même l'Amérique qui a connu une guerre de sécession, qui s'est soldée par des millions de morts, mais ça n'a jamais rien donné. Merci monsieur, nous sommes arrivés à 13h, c'est le temps qui nous est imparti, puisque juste après, vous allez suivre sur Canal International des matchs de la Ligue de football professionnel qui continue donc à se jouer, et après, ce sera une affiche de la Coupe du Monde. Je vous dis merci, monsieur, d'être venu sur ce plateau, et je vous souhaite un excellent dimanche. À dimanche prochain. Merci de rester en compagnie des programmes de Canal 2 qui se poursuivent.